Allez, on est encore ensemble pour Bourse Live, les rencontres. On se retrouve pour cette nouvelle conférence avec Sycomore Asset Management et on va voir, puisqu'on est toujours sur la thématique des jeunes investisseurs, pourquoi l'assurance vie et l'assurance vie en gestion pilotée peut être un placement parfaitement adapté à un jeune actif, voilà, qui commence et qui a envie de débuter dans l'investissement. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Alexandre Taïeb, gérant allocataire chez Sycomore Asset Management. Bonjour Alexandre. Bonjour Laurent. Déjà un petit mot de présentation sur Sycomore Asset Management pour les gens qui nous regardent aujourd'hui et pour qui le nom de Sycomore Asset Management n'est peut-être pas familier. Alors Sycomore Asset Management, c'est une maison de gestion qui a plus de 20 ans d'ancienneté maintenant, qui a été créée en 2001 par 4 associés fondateurs. D'abord spécialisée sur les petites et moyennes capitalisations françaises, puis Europe. Et très tôt, par rapport au reste de la place, en 2008, Sycomore Asset Management décide de prendre le virage de l'investissement socialement responsable et est maintenant connu pour ça. 2008, c'est vrai qu'à l'époque, on en parlait beaucoup moins, il faut le dire. Absolument, ouais. Absolument. Donc typiquement, Sycomore a pris ce virage-là très tôt avec un modèle qui lui est propre. C'est ce qu'on appelle une analyse à 360 degrés, où on va analyser tous les facteurs, aussi bien financiers qu'extra-financiers d'une société, parce qu'on pense que les facteurs extra-financiers sont tout aussi importants. Et je me dis qu'en 2008, il a dû falloir créer des outils parce qu'aujourd'hui, on a ces données facilement. Ça devait être beaucoup moins le cas il y a 14-15 ans. Oui, absolument. Après, c'est une analyse fondamentale. Il n'y a rien de très technique dessus, mais effectivement, on a dû développer des logiciels et des modèles d'analyse qui sont autour de plusieurs facteurs prépondérants. Donc, les fournisseurs de la société, les gens qui travaillent dans la société, les investisseurs, le financier, etc., les clients, la satisfaction client et celle du consommateur par rapport à ce qu'elle vend, et l'environnement qui est probablement le facteur dont on parle le plus quand on parle d'ISR, même si c'est pas le seul. Attention de ne pas faire la confusion, absolument. Dans ESG, il y a S et G aussi, c'est Tout critères sociétaux, sociaux et de gouvernance, il n'y a pas de critères environnementaux. Donc voilà, vingtaine d'années d'expérience, et on l'a dit, un des pionniers, on peut le dire, sans vous lancer des fleurs, sur la gestion durable responsable. Avant d'aller plus loin et peut-être de parler d'assurance vie, il faut qu'on parle un peu du contexte. On a dit, si on est regardé par des jeunes actifs qui se disent, tiens, finalement, aujourd'hui, j'ai fait mon épargne de précaution, je suis prêt à me lancer, à commencer à investir, mais j'entends partout deux choses. J'entends partout que les marchés sont hauts, notamment le CAC 40 à plus de 7000 points, voilà, battu des records encore récemment. Et par contre, ça va mal partout. On nous promet la récession, l'énergie c'est compliqué, l'alimentation c'est compliqué. Donc on se dit, finalement, avec un livret à 3%, pourquoi ne pas attendre un petit peu que les marchés se replient et puis rentrer peut-être à un niveau plus raisonnable, plus bas en tout cas, pour commencer à investir. Alors, finalement, votre question est liée à l'assurance vie aussi. Oui, c'est vrai. Mais quand on entend toutes ces réflexions, la première chose qu'on peut se dire, c'est le premier point, c'est l'épargne de précaution. Si vous avez, entre guillemets, qu'une épargne de précaution, n'investissez pas tout sur les marchés. C'est ça. Le premier point. Déjà, premier conseil. Il faut commencer par diversifier, surtout si c'est une épargne de précaution. Le deuxième point, c'est vous êtes un jeune investisseur, donc vous avez du temps, par définition. Si vous avez du temps, vous pouvez prendre plus de risques. Oui. Et donc aller sur les marchés actions, mais aussi sur les marchés obligataires, sur les obligations d'entreprise, plutôt que de rester sur le livret A ou sur le fonds euro en assurance vie. Le livret A rapporte 3%. Avec une inflation à 5-6%, encore aujourd'hui, c'est une perte de pouvoir d'achat chaque année. Là, elle est douce, elle est peut-être moins perceptible, on va dire. Elle est tout à fait, elle est moins perceptible. Maintenant, nous pensons qu'il reste quand même des opportunités aussi bien sur le marché du crédit, donc les obligations d'entreprise, que sur les marchés actions. Sur la question, le marché est haut, oui, en termes de valorisation, le marché est haut. Si on prend les prix du marché, par rapport aux bénéfices que les entreprises qui le composent génèrent, les valorisations sont quand même plus basses qu'elles ne l'étaient en 2021, avant la grande baisse de 2022. Néanmoins, si on prend en considération le niveau de taux, et ce dont vous parliez sur le livret A à 3%, mais ça marche aussi sur les obligations d'État, là, effectivement, quand on parle de prime de risque, les valorisations sont hautes. C'est-à-dire que la prime que vous avez à aller sur le marché action par rapport au marché de taux est moins intéressante qu'il y a quelques mois, quelques années. Donc, on peut se dire que le point d'entrée n'est pas fameux. Néanmoins, l'exercice le plus difficile, que ce soit pour un jeune investisseur ou pour un gérant, c'est de timer le marché. Rentrer au plus bas, vendre au plus haut. Exactement. On l'aimerait tous, mais c'est pas simple. C'est très compliqué. Donc, ce que j'aurais tendance à conseiller, c'est d'y aller de façon
programmée ou non, mais au fur et à mesure, en fonction des opportunités que l'investisseur identifie. La deuxième possibilité de le faire, c'est de dire je vais en gestion pilotée, je confie mon épargne de précaution ou une partie de mon épargne de précaution à un gérant qualifié pour le faire, qui va gérer et l'allocation et les positions de mon portefeuille. Oui. Et ça, on va y revenir. C'est justement une des possibilités qui est offerte par Sycomore. J'aimerais quand même vous entendre, Alexandre, au-delà du niveau des marchés, pour les gens qui nous regardent, qui suivent un petit peu l'actualité, il y a encore des banques centrales. Même s'il y a eu une pause du côté de la Fed, on évoque encore des hausses de taux. La BCE, elle continue à augmenter ses taux. On a eu un petit peu des signes. Hein. On a eu un petit craquement sur les bancaires régionales américaines au début de l'année. On a un marché immobilier qui est fragilisé. Au-delà même du niveau des marchés, on pourrait se dire, on nous parle d'une récession en zone euro, ça y est, on est entré en récession en zone euro, peut-être aux États-Unis. On se dit, là aussi, le contexte macroéconomique, il n'est peut-être pas très engageant. Et oui, effectivement. On va essayer de rester simple et pédagogique sur ce sujet. Si on regarde ça froidement, c'est ce qu'on peut se dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché fonctionne toujours en dynamique. Et quel est le constat par rapport aux anticipations ? Et aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, tout le monde anticipe une récession, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qu'elle soit plus ou moins forte. Et d'ailleurs, au moment où on se parle, l'Europe est en récession. Voilà, on y est. Hein. Techniquement. Exactement. Ouais. Techniquement, la définition, c'est 2 trimestres consécutifs de croissance négative. On a fait moins 0,1 et moins 0,1. On est en récession. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est l'ampleur de ce mouvement de récession. Est-ce qu'on est vraiment en dépression économique ? Est-ce qu'on est en ralentissement très fort ? Pour l'instant, non. Nous, on pense que ça va rester comme ça et que donc le marché va être surpris plutôt positivement par la résilience de l'économie. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, on se dit une chose, c'est que on peut regarder les chiffres macroéconomiques autant qu'on veut. Finalement, le marché fonctionne, 1, en dynamique, et 2, c'est un marché de positionnement depuis le début de l'année. Et ce qu'on voit, c'est que le marché monte alors que les investisseurs n'y sont pas. C'est vrai. Ceux qui ont vendu à découvert, qui ont racheté leur position et qui, mécaniquement, ont fait monter le marché. Oui. Aujourd'hui, les investisseurs longs reviennent, mais on est très, très loin de l'euphorie. Oui. Il suffit... beaucoup de prudence. Hein. Il y a beaucoup de prudence, il y a énormément de prudence et il suffit finalement qu'il y ait un petit catalyseur positif, ça peut être un plan de relance de la Chine, une saison de publication de résultats qui est meilleure qu'attendu ou que sais-je. Ce sera bientôt, ce sera fin du mois de juillet, début du mois d'août. Exactement. Oui. On peut avoir ce qu'on appelle les investisseurs longs, donc naturellement acheteurs, on peut penser aux fonds de pension, aux institutionnels, même en France, etc., qui vont revenir sur le marché action. D'accord. Parce que tout le monde attend un point d'entrée, mais si le point d'entrée n'arrive pas, à un moment donné, vous craquez et vous dites « je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard ». Il va bien falloir quand même rentrer. Donc, et nous, on pense que l'opportunité est là. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est le marché dans son ensemble, oui, est haut, mais je pense notamment aux États-Unis, la performance a été tirée par les méga caps, les plus grosses capitalisations de l'indice. Le reste de l'indice S&P 500 ne fait pas une performance dithyrambique. Donc il y a encore des opportunités. On est loin des plus hauts de 2021 sur pas mal de secteurs, sur pas mal de valeurs. Et donc c'est ça qu'on va aller chercher. Un point important, Alexandre, que vous avez mentionné, c'est qu'on a une vision peut-être en trompe-l'œil de la performance des indices, où on voit même sur le CAC 40 des indices qui sont tirés par des très grosse capitalisation, souvent dans le même secteur, qui progresse très fort. Peut-être d'ailleurs, on pourrait dire le luxe sur le CAC 40, certaines très grosses tech sur les indices américains, et on a l'impression comme ça que tout le marché monte, alors qu'en fait c'est très concentré. Absolument. Oui. C'est très concentré, parfois sur 3-4 valeurs. C'est ça. Il faut aujourd'hui pouvoir se diversifier, d'autant plus que si on anticipe une récession qui est moins forte qu'attendue, il faut savoir qu'après la récession, normalement, le cycle repart. Voilà. Et typiquement, ce qui a plutôt été pénalisé depuis le début de l'année, mais même l'année dernière, ce sont les valeurs cycliques. Et je pense notamment... On explique rapidement ce que c'est que les valeurs cycliques. Alors, ce sont les valeurs qui, en général, montent avec le redémarrage du cycle économique, tout simplement. Et dedans, on a les petites et moyennes capitalisations qui, elles, sont très en retard depuis de nombreuses années. Et la question est souvent posée, d'ailleurs, sur les petites et moyennes capitalisations. Est-ce que c'est le moment de revenir, etc. Donc, je pense qu'on peut commencer avec ce scénario-là en se disant, on arrive sur un atterrissage en douceur de l'économie. Les banques centrales viendront aider au moment où elles viendront aider et le cycle redémarrera à ce moment-là. Alors, quand on vous écoute, on est plutôt rassuré. On se dit, je vois un petit peu mieux comment ça se passe. On se dit quand même, oula, c'est un peu technique. Alors, vous avez abordé la question. Pourquoi finalement ouvrir
une assurance vie, ce produit en particulier, pourquoi il peut être adapté à un jeune investisseur, et puis pourquoi en gestion pilotée, peut-être justement quand on n'a ni le temps, ni l'envie, ni on ne pense pas forcément avoir les compétences pour gérer tout ça au quotidien. On vous laisse ce stress en fait. Alors, en fait, On va peut-être commencer par l'assurance vie. Oui, sur l'assurance vie, le point principal, c'est de prendre date, puisque à partir du moment où vous avez 8 ans d'ancienneté sur votre contrat d'assurance vie, fiscalement, c'est beaucoup plus avantageux. Vous n'êtes pas bloqué pour autant, mais au bout de 8 ans, vous avez un taux d'imposition qui est beaucoup plus faible que si vous sortez avant. C'est adapté presque à tous les âges, l'assurance vie, on peut le dire. C'est adapté à tous les âges. Ouais. Mais le but, c'est, si vous avez cette épargne-là, sachant que vous avez une partie qui va aller en fonds euros, c'est une épargne de précaution, que ce fonds euro est garanti en capital et rapporte 2-3%. Selon les fonds euros, oui. Vous avez quand même cette assurance d'avoir une rente minime sur cette partie-là. Donc ça, c'est déjà le premier avantage. Et à partir du moment où vous commencez le plus tôt, vous versez de plus en plus en fonction de... et qu'on verse régulièrement, là aussi, c'est exactement. Important. Ouais. Vous versez régulièrement en fonction de comment votre épargne grossit aussi. Et ensuite, vous avez la partie, ce qu'on appelle en unité de compte. Donc là, c'est hors fonds euros, c'est la partie risquée, disons. Et là, je pense qu'il y a deux branches très claires. Il y en a une où le jeune investisseur va se dire, moi, j'ai mes convictions. Je sais ce sur quoi je veux investir. Et donc là, autant aller en gestion libre. Et à l'inverse, je ne connais pas les marchés et ça ne m'intéresse pas. Je veux voir mon épargne grossir, donc je confie ça à quelqu'un d'autre. C'est vraiment pour moi les deux branches très très différentes. Alors sur la gestion pilotée, il y a quand même cette idée de dire comment je peux, malgré tout, gérer mon risque, même si je vous donne les clés du camion, Alexandre. Alors, la façon dont on peut gérer son risque sur la gestion pilotée, c'est que à l'intérieur de la gestion pilotée, si vous tombez, alors après un parcours client et un questionnaire, si vous tombez sur Sycomore AM, vous avez 3 profils différents. Donc vous avez un profil modéré ou disons défensif, un profil équilibré et un profil dynamique. Et là, c'est en fonction, et ça je pense que tout le monde peut l'apprécier, mais le questionnaire va aider, c'est en fonction de l'appétence pour le risque. Le questionnaire, c'est un questionnaire de connaissances. Absolument. Voilà, exactement. Est-ce qu'on sait ce dans quoi on va investir et le niveau de risque associé? Tout à fait. Et donc, à mon sens, aujourd'hui, et encore une fois, malgré le fait qu'en absolu le marché soit haut, si vous êtes un jeune investisseur, vous avez du temps, et quand on regarde la performance du marché action à long terme, on a plutôt tendance à sortir positif de cette aventure. Donc, à partir du moment où vous venez de constituer une épargne de précaution, vous avez une partie qui est garantie en capital, vous pouvez plutôt vous orienter sur la poche dynamique parce que vous avez du temps. Et d'ailleurs, on le dit, c'est même dans les prospectus, en général, le profil dynamique est pour les investisseurs qui ont un horizon de temps supérieur à 5 ans, minimum. Donc bien connaître son horizon d'investissement, ça c'est peut-être un des conseils pratiques qu'on peut donner. Oui. C'est en fonction de... Si vous savez que, je dis n'importe quoi, mais ça peut être un cas quand même pratique assez parlant, si vous avez un achat immobilier à venir pour un jeune investisseur, vous savez que vous allez avoir besoin de cet argent à horizon 3 ans, 4 ans, il vaut mieux privilégier un profil prudent ou un profil équilibré pour, encore une fois, une partie de votre épargne de précaution. Voilà. Et c'est donc en fonction de la situation de chacun que vous allez pouvoir déterminer si vous allez en gestion libre ou en gestion pilotée, et dans la gestion pilotée, sur quel profil. On l'a dit, Sycomore Asset Management, pionnier de l'investissement durable. J'imagine que dans ces différents profils, on retrouve votre philosophie de gestion. Absolument. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, au-delà des mots? Alors, l'investissement socialement responsable, et je l'ai un peu abordé, ce n'est pas que l'environnement, ce n'est pas que le green, comme on peut entendre parler. C'est pas que des fabricants d'éoliennes, pour simplifier. En fait, au départ, il vaut mieux le présenter comme ça, c'est presque tout l'univers d'investissement. Ensuite, cet univers d'investissement, on le filtre. On le filtre en excluant certains secteurs qu'on ne trouve pas responsables. On peut citer le tabac, la pornographie, l'armement, et même certains secteurs en fonction de notre appétence, mais même certains secteurs comme l'aviation qu'on va exclure pour tout ou partie. Et donc, cet investissement-là, il est responsable parce qu'il va sélectionner, ce n'est pas que de l'exclusion, il va sélectionner et les meilleurs secteurs et les meilleures entreprises sur les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. D'accord. Et donc, ces entreprises-là vont se démarquer par rapport aux autres, que ce soit par rapport aux autres secteurs ou à l'intérieur de leur secteur,
par leurs pratiques. Donc évidemment, sur une société d'énergie renouvelable, vous avez cité les fabricants d'éoliennes. Oui, voilà. Très bien, ça marche pour avoir plutôt une bonne appréciation, une bonne note sur la partie environnementale. Mais un fabricant d'éoliennes qui aurait une gouvernance absolument chaotique ne serait pas sélectionné. Maltraiterait ses salariés absolument. Ou autre, oui. Donc voilà, il faut faire la part des choses et finalement c'est des sociétés qui remplissent, j'allais dire, ces 3 critères de manière satisfaisante selon la philosophie de Sycomore qui vont être sélectionnées. Une question quand même, Alexandre. Vous savez, c'est aussi une thématique, on dit il y a beaucoup de greenwashing, on fait beaucoup maintenant de communication autour de ces thèmes. S'il n'y a pas vraiment d'honnêteté intellectuelle derrière, quelle est votre position sur ce sujet-là ? Alors, l'honnêteté intellectuelle, elle est là. Oui. La conviction est franche. Oui. Et d'ailleurs, on le voit, puisque ça a été assez difficile en termes de performance, notamment sur la partie environnementale, mais on peut parler d'autres secteurs qui sont investissements socialement responsables et qui ont été en retard par rapport au marché, qui, encore une fois, vous le disiez, le CAC 40 a été tiré par le luxe. 2022, année des énergies fossiles aussi, voilà. La crise énergétique, de l'armement aussi, malheureusement, absolument. À cause de ce qui s'est passé en Ukraine. Donc oui, c'est sûr que... Et donc finalement, des secteurs qui, par définition, ne sont pas tellement socialement responsables ont été tirés vers le haut et le reste a été plutôt en retard. Oui. À aucun moment, ça nous a fait changer notre fusil d'épaule sur la philosophie qu'il fallait modifier, etc. Pas du tout. Donc, les convictions, elles sont là et elles sont là pour rester. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire attention sur l'investissement socialement responsable. Et je pense qu'il faut informer le jeune investisseur là-dessus. Tout ne va pas être parfait. On travaille et on donne tout pour analyser du mieux possible toute société qu'on va entrer en portefeuille. Néanmoins, il peut tout à fait y avoir quelque chose de caché. Il y a eu des cas sur des entreprises qui étaient vertueuses en termes socialement responsables, justement, de mauvaises surprises. Ça arrive à titre financier, sur un bilan qu'on aurait mal lu. Oui, les comptes ne sont pas aussi bons qu'on le pensait. Exactement, et ça peut arriver sur le côté extra-financier. Donc voilà, néanmoins, à partir du moment où on a la déclaration d'un souci sur une société qu'on aurait sélectionnée, on va faire de la communication, on va faire de l'engagement avec elle. Donc le travail finalement ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a une mauvaise surprise, on ne se dit pas bon bah ça y est, on vend et puis on lâche le cas, on n'y reviendra plus jamais. C'est pas ça, c'est vraiment un suivi de l'entreprise et finalement comment on peut solutionner ce problème-là. Donc vous pouvez investir dans une entreprise qui serait encore en transformation quand je vous écoute, mais qui irait dans le bon sens. Totalement. C'est ça. Totalement. Bon, justement, en termes de performance, qu'est-ce que ça donne un petit peu ? Vous avez quelques chiffres à nous communiquer ? Alors, sur les performances de la gestion pilotée en 2023, alors je vais d'abord revenir sur 2022. 2022, il faut savoir que tous les profils ont été en performance négative. D'accord. Je reprécise que le profil défensif n'a aucune garantie en capital. Oui. Et que quand le marché obligataire, comme le marché action, se retourne à la baisse, on ne peut pas faire de tour de magie, on doit être investi. Oui. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur cette thématique, on en a parlé avec Alexandre dans un Bourso Focus, je vous inviterai à le regarder. On va pas refaire un développement là-dessus, mais absolument. Voilà, 2022, année assez spéciale de ce point de vue-là. Et donc en 2023, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès le début de l'année 2023, on a un retournement haussier du marché qui part dès la première séance, dès le 2 janvier. On a une belle séance. En fanfare. En fanfare. Et on a donc, ce que je disais, les rachats de vente à découvert qui font monter mécaniquement ce marché. Mais il n'y a pas le fondamental pour dire, OK, je me réinvestis totalement sur le marché action, il faut prendre la hausse dès le 2 janvier. Oui. Donc on rentre au fur et à mesure. Néanmoins, en rentrant au fur et à mesure, on a trouvé quand même des thématiques qui ont été très bonnes et qui nous font faire une performance depuis le début de l'année qui est tout à fait satisfaisante, entre 3,5 pour le modéré et jusqu'à 8 pour le profil le plus dynamique, avec un mouvement peut-être qui a été très bon au mois de mars, qui a été de se retirer un petit peu des valeurs environnementales qui étaient en retard et qui pâtissaient. Alors c'est assez contre-intuitif. Oui, c'est ce que j'allais dire. Attendez, il va falloir m'expliquer. Les valeurs environnementales, en fait, sont très liées au prix des matières premières fossiles. Oui. Si le prix du pétrole baisse très fortement, le pétrole n'est pas cher, donc vos énergies renouvelables sont moins intéressantes. Oui, forcément. Exactement. Oui. Et donc, elle pâtissait un peu de ça, de la baisse du prix des matières premières.
Donc on a retiré un peu de nos positions environnementales pour se renforcer sur la thématique technologique. D'accord. Et on a un fonds qui s'appelle Sycomore Sustainable Tech, donc tech durable chez Sycomore, qu'on a rentré assez fortement dans le portefeuille et qui a profité notamment de tout l'engouement sur l'intelligence artificielle. Ah, thème vraiment porteur, oui, de ce début d'année. Mais encore une fois, qu'il le fait de manière responsable. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver de GAFA, donc pas les méga caps tech américaines dans le portefeuille, mais on va trouver d'autres valeurs qui ont très très bien marché, notamment sur les semi-conducteurs et sur la cybersécurité. D'accord. Donc on voit bien effectivement comment tout ça fonctionne. Peut-être un ou deux conseils très pratiques en guise de conclusion pour... allez, là, vous avez quand même fait une explication assez complète. Qu'est-ce qu'on peut dire pour achever de convaincre les gens qui nous regardent ? Alors, le premier point sur l'assurance vie, prenez date rapidement. Voilà. Ça sert toujours. Ouvrez un contrat assurance vie, ça c'est la base. Voilà. Même en mettant les 300 € minimum. Absolument. Voilà, exactement. Même si vous n'avez que 3 ans d'horizon de temps, hein, c'est pas grave. Ouvrez un contrat d'assurance vie, prenez date, c'est un très bon conseil. Le second conseil, c'est essayer de savoir ce que vous voulez vraiment. Si vous n'avez pas d'idée, optez pour la gestion pilotée. Si vous êtes convaincu que votre épargne doit être responsable, faites-le plutôt chez Sycomore AM. Si à l'inverse, vous avez une thématique qui vous intéresse profondément, je reprends l'exemple de la technologie. Bien sûr. Les portefeuilles de Sycomore AM ne seront pas investis à 100% sur la technologie. Donc, faites-le en gestion libre pour partie et en gestion pilotée pour finalement... une approche plus diversifiée, sans doute. Voilà, donnez ça à un professionnel. Et enfin, le dernier conseil, c'est n'essayez pas de timer le marché. N'essayez pas de timer le marché. On essaye tous, c'est extrêmement compliqué. On peut avoir de la réussite en le faisant. Ce sera... Mais pas tout partie liée à la chance, très franchement. Pas trop prendre la confiance dans ces cas-là. Voilà. Mais essayez de, finalement, faites des versements programmés. Sur le long terme, vous sortirez gagnant très probablement de ces marchés. Voilà les bons conseils et les explications convaincantes d'Alexandre Taïeb, gérant allocataire chez Sycomore Asset Management sur la gestion pilotée, qu'on retrouve dans le contrat d'assurance vie Boursorama Vie. Merci beaucoup Alexandre. Merci Laurent. C'est fini pour cette conférence, mais Bourse Live ça continue, alors restez avec nous et puis n'oubliez pas d'aller sur les stands de nos partenaires, de nos invités pour poser toutes les questions que vous avez à poser. Allez, on se retrouve tout de suite, à très bientôt.